Aubrey Sacco, âgée de 23 ans, a grandi à Greeley, Colorado, et était étudiante à l'Université du Colorado à Boulder au moment de sa disparition. Connue pour être généreuse et souriante, ses amis l'ont surnommée Aubrey Glitter parce qu'elle portait souvent une bouteille de cette substance brillante. De même, ses parents ont dit que sa devise était « Glitter the World ». Elle a été décrite comme une femme qui voulait vivre la vie à fond, et elle aimait les arts, la musique, le yoga et l'organisation d'événements sur le campus. Lorsqu'elle a fréquenté l'université, sa personnalité colorée a encore plus brillé. Elle assistait fréquemment à des raves et devenait l'âme de la fête. Mais selon sa belle-sœur, Amanda, Aubrey a changé lorsqu'elle a fait un voyage qui a changé sa vie en Asie vers la fin de sa carrière scolaire. La fêtarde avait disparu. Amanda se souvient, elle n'avait pas besoin de tout cela pour se sentir énergisée et heureuse. Les parents d'Aubrey ont vu la jeune femme de 23 ans pour la dernière fois lorsqu'elle a été déposée à l'aéroport international de Denver le 13 décembre 2009 où elle prévoyait de participer à un voyage touristique en solo autour de l'Asie. Voulant élargir ses horizons, Aubrey a fait des arrêts au Sri Lanka où elle avait cherché des poulpes dans l'océan Indien avant de se rendre à Mysore, en Inde, pour faire du bénévolat dans un orphelinat et étudier le yoga. Elle a passé du temps à Darjeeling. Ici, sur le toit de son auberge, Aubrey a contemplé la vue sur les montagnes de l'Himalaya et a décidé que le Népal serait sa prochaine étape. Elle a passé 2 jours à voyager jusqu'à Katmandou, à louer du matériel pour le voyage et a pris un bus de 7 heures jusqu'au début du sentier. Elle a communiqué pour la dernière fois avec ses parents le 20 avril 2010 lorsqu'elle est arrivée dans le pays et leur a dit qu'elle terminerait sa randonnée le 30e. Apparemment, les parents d'Aubrey ont tenté de dissuader la jeune femme de faire seule cette randonnée potentiellement dangereuse, surtout que son père, Paul, devait subir une opération de la hanche à ce moment-là. Il voulait qu'elle attende au moins qu'il soit sorti de l'opération, mais Aubrey a dit à ses parents que tout irait bien, déclarant « Ne vous inquiétez pas, c'est un parc national. C'est une randonnée de maison de thé. C'est sûr. » Son voyage débuta le lendemain, le 21 avril. Aubrey a commencé sa marche sur une route à 2 voies, finissant par arriver à un poste de contrôle occupé par une policière militaire. Les membres du personnel se souviennent de son large sourire et de son enthousiasme et de sa convivialité lorsqu'elle a signé le registre des randonneurs et a traversé le point de contrôle en faisant un signe de la main. Elle a suivi le sentier vers le nord, croisant de nombreux villageois, touristes et guides. Elle est arrivée à la Namaste Tea House et y a rencontré Renzin Yonzan, un guide touristique et étudiant universitaire qui a grandi dans la vallée de Langtang. Selon les habitants, le duo s'est rapidement apprécié et a discuté pendant des heures. Le lendemain, ils se sont dit au revoir avec la promesse de se retrouver à Katmandou dans 2 semaines. Ils se sont séparés, Aubrey continuant son voyage dans la vallée, tandis que Renzin descendait. Aubrey a continué sa randonnée dans la vallée, croisant toujours des touristes et des familles locales. Plusieurs témoins l'ont vu grimper avec succès une colline escarpée. Ce qui pourrait être un défi pour certains, car un faux pas pourrait provoquer une glissade et une chute dans les rapides en dessous. D'autres observateurs ont vu la jeune femme de 23 ans s'arrêter à Yama Hotel, une petite ville composée de nombreuses maisons de thé et d'un potager où elle a mangé une pizza et tenu le livre que Renzin lui avait donné lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Dans le Sherpa Lodge en début d'après-midi, elle a parlé avec 3 jeunes hommes dans la fin de leur adolescence et le début de leur vingtaine. Alors que la conversation avait commencé de manière assez amicale, elle a pris un tournant lorsque Aubrey leur a parlé de ses projets pour atteindre Riverside et les hommes lui ont dit que c'était trop loin pour qu'elle puisse y arriver en toute sécurité compte tenu de l'heure qu'il était. Cependant, Aubrey a mal pris cet avertissement. Elle a déplié sa carte sur la table et leur a dit « Riverside n'est qu'à 1 heure d'ici, ne me mentez pas ». Notons que la jeune femme de 23 ans n'avait pas complètement tort. Une personne raisonnablement en forme pourrait marcher jusqu'à Riverside depuis l'hôtel Lama en peut-être 2 heures, mais Aubrey n'a pas signé le registre des randonneurs à Riverside. Il n'y avait aucune trace d'elle dans la région et on ne pouvait pas prouver qu'elle y était même arrivée. Elle n'a pas non plus marché plus loin. Au moins, elle n'a pas signé le registre au prochain point de contrôle, Goratavala. 1 semaine s'est écoulée avant que les parents d'Aubrey réalisent que quelque chose n'allait pas. Après 5 mois de contact presque constant avec leur fille, son soudain silence radio les a alarmés. Sa mère, Connie, a prévenu les États-Unis. L'ambassade à Katmandou, où les officiels lui ont dit que les troubles civils ont pu retarder le retour de la jeune femme de 23 ans. Mais malgré tout, 3 jours supplémentaires se sont écoulés et il n'y avait toujours aucun signe d'Aubrey.
Le 16 mai, 6 jours avant qu'elle ne rentre chez elle depuis le Sri Lanka, son père Paul est parti à sa recherche, arrivant à Katmandou et jurant de ramener sa petite fille à la maison. Le frère aîné d'Aubrey, Crofton, s'est joint à la recherche. Des individus de l'ambassade américaine, des villages voisins, des services de guide, de la police et de l'armée se sont joints à la recherche de la jeune femme de 23 ans disparue. Un traducteur a aidé la famille alors qu'ils interrogeaient les habitants. Entre le 4 mai et le 1er juillet, plus de 200 personnes ont fouillé la vallée de Langtang par air, à pied et à la corde, en prenant soin de vérifier les petits chemins et les monastères isolés dans les collines. Scott McLennan, un Américain, s'est aussi joint aux recherches. Il organisait fréquemment des excursions dans la région depuis 10 ans. De plus, il était le directeur exécutif d'une organisation humanitaire, le Mountain Fund. Il a dit à Paul qu'il soupçonnait qu'Aubrey était devenu la victime de certains des jeunes militaires qui agissaient en tant que gardes du parc. Notamment, ils avaient la réputation d'abuser des femmes. Il a ajouté « Aucune des filles qui ont jamais travaillé pour moi dans ma clinique médicale ne resterait la nuit parce qu'elle était à côté d'un poste militaire. » De manière effrayante, ce n'est pas la première fois que ce genre de problème est signalé dans la région. En 2010, 3 femmes françaises ont signalé avoir été agressées sexuellement par les soldats en opération au poste de surveillance de Goratavala, celui après Riverside. En 2011 et 2012, 2 autres femmes occidentales ont été attaquées dans la même zone lors d'incidents distincts. De plus, en 2005, une ressortissante française nommée Céline Henry et une native allemande nommée Sabine Gronkli ont disparu à 5 semaines d'intervalle. Les enquêteurs ont trouvé du sang, des vêtements et des pages de leurs 2 passeports dans la forêt de Nagarjun, située dans un parc national distinct à la périphérie nord de la vallée de Katmandou. Les détectives ont dit aux journaux locaux qu'ils croyaient qu'un tueur en série opérait dans la région, violant des femmes, les tuant et les enterrant. Mais le coupable n'a jamais été traduit en justice. Plus d'1 an après la disparition d'Aubrey, en décembre 2011, une femme américaine a été agressée lors d'une randonnée dans la région de Helambou, mais elle a réussi à échapper à l'agression et probablement à la mort de justesse. 5 mois plus tard, en mai 2012, une Belge de 23 ans, Debbie Mavo, faisait de la randonnée dans la même région quand elle a disparu dans la nature. Elle a été retrouvée 10 jours plus tard, ayant été décapitée. D'autres théories dans le cas d'Aubrey sont beaucoup moins sinistres. Cependant, certains locaux suggérant que la jeune femme de 23 ans est tombée à l'eau pendant son voyage et a été emportée par les courants. Certains villageois Tamang croient qu'ils l'ont vue monter à bord d'un hélicoptère à Langtang Village, tandis que d'autres disent que c'est la faute des chasseurs qui sortaient la nuit, tuant des animaux et des personnes. Un homme à la tête d'une organisation de secours basée à Pokhara pensait que la disparition d'Aubrey était sacrificielle, affirmant qu'elle avait été prise par des sorcières vénérant Kali, la déesse hindoue de la mort. Certains hommes ont accusé Aubrey elle-même, affirmant qu'elle était trop libre et franche et était responsable de sa propre agression sexuelle et de son meurtre. D'autres ont suggéré qu'elle avait été victime de trafic sexuel, et un voyant à Tamang a affirmé qu'elle avait été enterrée sous un tas de pierres par 3 garçons. Le 6 juin, le père et le frère d'Aubrey ont quitté Langtang. Leurs recherches n'ont rien donné. Crofton est rentré au Colorado, tandis que Paul est resté à Katmandou pour organiser des entretiens et des réunions avec la police et l'ambassade. À la mi-juin, il a informé sa femme de son incapacité à tenir sa promesse. Il n'allait pas ramener leur fille à la maison. Connie et Paul ont appris les dernières interactions d'Aubrey au Sherpa Lodge grâce à un guide de kayak local nommé Ramesh qui a interrogé les villageois dans les semaines qui ont suivi la première recherche de la famille. Le couple s'est envolé pour le Népal en janvier 2011, espérant donner suite à cette information car rien n'en est ressorti par les voies officielles. Après avoir remonté la vallée, ils se sont rendus au Sherpa Lodge, où ils ont parlé avec le propriétaire, le cuisinier et l'un des jeunes hommes avec qui Aubrey avait interagi cet après-midi-là. Tous les 3 ont confirmé avoir vu le jeune homme de 23 ans à Ramesh, mais à ce stade, leurs histoires avaient changé. Ils ont dit à Connie et Paul qu'ils ne l'avaient pas vu le jour de sa disparition. Le jeune homme a ajouté « Nous ne nous souvenons pas avoir vu cette fille, mais si nous avions su qu'elle allait disparaître, nous ne l'aurions pas laissée partir. » Connie et Paul ont ensuite tenté de questionner à nouveau le cuisinier, mais la femme du propriétaire de la loge lui a crié « Ne réponds pas ». Le couple était compréhensiblement frustré par le mur de briques sur lequel ils étaient tombés. Ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un empêcherait 2 parents de retrouver et de ramener leur fille à la maison. Cependant, les villageois auraient pu avoir peur. En 2000, un randonneur britannique a été retrouvé mort dans la rivière Langtang.
Les pêcheurs ayant signalé la découverte du corps ont été accusés du meurtre et emprisonnés. Les Sarcos sont conscients que c'est une forte possibilité, disant à la presse « Le Federal Bureau of Investigation nous a dit que les villageois ne parlent pas, et tous les chercheurs qui ont interrogé ces personnes savent que les villageois retiennent des informations. Ils se protègent mutuellement parce qu'ils ont peur de la police. » Le Federal Bureau of Investigation s'est impliqué dans la recherche en 2010, bien que leur aide n'ait pas apporté de réponse à la famille. Entre 2010 et 2012, la police a réinterrogé les individus à Sherpa Lodge, ainsi que Renzi Nyonzen, et chaque soldat au poste de contrôle de Gora Tabela a été interrogé plusieurs fois, même ceux qui n'étaient pas en service au moment de la disparition d'Aubrey. Mais malgré tout cela, il n'y avait aucune piste et aucun signe du jeune homme de 23 ans. Les Sarcos ne sont pas la seule famille à être confrontée à la frustration et au mur de silence lors de la recherche d'un être cher dans une région éloignée. Le frère de Rachel Crowther, Julian Wine, a disparu dans la région de l'Everest en 2008. La famille a cherché pendant 1 an avant de concéder la défaite, Rachel déclarant « Je ne vois pas ce que nous pouvons faire d'autre. L'ensemble du gouvernement et du système népalais sont corrompus. Il n'y a personne pour enquêter. » Cela laisse notre famille se sentir totalement frustrée et impuissante. De retour aux États-Unis, les Sarcos ont engagé un détective privé qui a été envoyé 2 fois au Népal pour mener des entretiens, mais ils n'ont finalement pas pu trouver de réponse dans l'affaire. Ils ont cependant continué à faire pression sur les forces de l'ordre au Népal, ce qui a entraîné de nouvelles recherches pour Aubrey menées par l'armée plusieurs années après sa disparition. Un soldat en uniforme frustré a dit à l'écrivain Tracy Ross, qui a écrit sur le cas d'Aubrey pour Backpacker.com, « Regardez, quand cette fille Alietsia a disparu, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous sommes allés en hélicoptère. L'armée a cherché. Si un Népalais disparaissait en Amérique, votre armée chercherait-elle ? Pour la plupart, les habitants semblaient fatigués de répondre aux questions en 2012, 2 ans après la disparition d'Aubrey. Certains ont même déclaré qu'ils ne se souciaient plus de sa disparition. Un officier de police nommé Sudip Giri a déclaré « Nous sommes tristes pour leur perte, mais vous devez savoir que c'est un endroit dangereux. » Lors de sa disparition, il pleuvait beaucoup. Vous pouvez voir de grandes chutes dans la rivière. À cette époque, le risque d'accident est élevé dans cette zone. Nous pouvons voir que le risque d'accident est élevé dans cette zone. Nous sommes toujours en train de chercher et avons formé quelques agents, mais si vous demandez aux gens de la région de Lama, ils diront « c'est suffisant ». Ce même officier, lorsqu'il a été confronté au meurtre non résolu de Debbie Mavo, qui a été décapité en 2012, a déclaré qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé, ajoutant bizarrement « mais son corps, nous l'avons trouvé 2 semaines après ». C'était une zone en pente. Sa tête était en dessous d'elle et vous savez que c'est à cause de la gravité. Selon les rapports, les photographies de la scène du crime montraient le bras gauche de Debbie à cause de la gravité. Les rapports indiquent que les photos de la scène de crime révélaient que Debbie n'avait plus son bras gauche et qu'il lui manquait une chaussure. Son assassinat demeure irrésolu. En décembre 2011, les parents d'Aubrey ont tenté d'identifier un homme sur une photographie qu'ils ont trouvée sur son ordinateur portable et ont fait appel au public. Ils ne le reconnaissaient pas comme l'un des amis d'Aubrey ou comme quelqu'un que la police avait interrogé. L'homme est décrit comme mince, aux cheveux blonds et blancs. Sur la photographie, il porte un polo bleu. La photo a été prise à Darjeeling, en Inde. Il n'est toujours pas identifié et on ne sait pas s'il avait un quelconque lien avec la disparition d'Aubrey. En avril 2013, exactement 3 ans après la disparition d'Aubrey, ses parents sont retournés au Népal. En parlant avec des témoins, ils ont découvert que plusieurs soldats se trouvaient à proximité de la maison de Te Namaste le jour où Aubrey a quitté cet endroit pour continuer son voyage dans la vallée. Cependant, cette piste n'a rien donné de plus et les Sarcos ont eu l'impression d'arriver à une impasse. Cela a provoqué leur incrédulité totale lorsqu'ils ont appris que le meurtrier d'Aubrey avait été arrêté quelques mois après. Le 31 juillet 2013, on leur a dit que 3 hommes avaient été arrêtés et qu'ils avaient avoué le meurtre. Fait intéressant, les parents d'Aubrey avaient été informés d'une piste de nature similaire bien plus tôt dans l'enquête. Cette piste n'avait pas été jugée crédible à l'époque par les enquêteurs et donc elle avait été écartée. La piste consistait en des témoins ayant vu 3 hommes attaquer une femme près de Namasté et jeter son corps dans la rivière voisine. Selon l'ambassade des États-Unis, un policier népalais sous couverture avait rencontré un homme qui lui avait dit qu'il était responsable de la disparition d'Aubrey. Le duo est devenu ami afin que l'officier puisse recueillir plus d'informations et a rapidement appris que 2 autres hommes étaient impliqués dans le meurtre.
Selon les médias, l'appareil photo d'Aubray a été retrouvé en possession d'un suspect, et des rumeurs suggèrent que ses vêtements ont été découverts chez un autre suspect. L'un des hommes avait 22 ans, l'autre était un adolescent de 16 ans. Les Sarcos étaient accablés par le chagrin, la colère, la frustration et la confusion. Ils ont vécu une cascade d'émotions variées pour n'être informés que le 1er août, que l'inspecteur de police népalais avait des doutes sur l'homme qui avait revendiqué la responsabilité de la disparition. En le pressant davantage, l'homme a changé son histoire et a nommé ses co-conspirateurs comme des personnes qui n'existaient pas. De plus, les enquêteurs n'avaient aucune preuve matérielle. Les 3 suspects ont ensuite été relâchés après presque 1 mois en garde à vue. Dans les années qui ont suivi, il n'y a eu aucun mouvement connu du public dans l'enquête, et il semble que l'affaire d'Aubray soit au point mort. Aubray Sacco, âgé de 23 ans, a été vu pour la dernière fois par ses parents le 13 décembre 2009, lorsqu'ils l'ont déposée à l'aéroport international de Denver dans le Colorado. Elle a été vue pour la dernière fois par des témoins au Népal le 22 avril 2010 dans le parc national de Langtang. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Elle mesure 1,57 m et pesait 57 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Son deuxième prénom est Caroline. Si elle est toujours en vie, elle aura 36 ans. Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez contacter le département de police de Greeley au 970 350 9605. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.